L'autodrome de Linas-Montlhéry, en région parisienne. Ce soir, une matra de compétition doit y effectuer quelques tours de circuit. Celui qui a rassemblé ce groupe de passionnés, c'est Frédéric Cornéot. Ancien pilote de rallye, il organise des événements pour véhicules anciens. La matra elle est dans sa remorque pour l'instant, on attend d'avoir le feu vert pour rentrer. Et comme c'est un événement un peu à part, tout le monde vient pour l'écouter et la voir. Pour piloter cette voiture, il a fait appel à Bernard Fiorentino, pilote matra sur le Tour de France automobile en 1971. La matra, c'est ici que je l'ai prise en main avant le Tour de France. On est sur le circuit routier, on m'avait fait faire quelques tours pour voir si tout était en place, les casques, les écouteurs. Oui, on les avait essayés ici. Pour Fiorentino, c'est un moment émouvant, car la MS 650 qu'il va conduire est une reconstruction de celle qu'il pilotait en 1971. Une voiture qui perpétue l'histoire des matras de course, une histoire interrompue en 1974. Cette voiture a été réalisée il y a quelques mois dans les ateliers d'EPAF, une petite entreprise de Romorantin, berceau de matra automobile. Jean-Paul Weber, un photographe professionnel, a suivi toutes les étapes de la construction de la voiture. Il est présent aujourd'hui pour la voir rouler. J'ai le virus matra. J'ai le virus de la compétition que j'ai attrapé à l'époque où il courait. Et c'est des voitures qui sont fabuleuses, elles ont tout gagné. Elles couraient sur route, elles couraient sur circuit. La 650, de ce que dit son concepteur Bernard Boyer, c'est peut-être la plus évoluée de toutes les matras. Celle qui était la plus polyvalente. Elle était capable de rouler sur route, elle a gagné le Tour Auto sur des routes nationales et elle courait en circuit aussi. Parmi le petit cercle d'invités, un autre passionné, Pierre Ragès, l'ancien directeur du salon Rétromobile. Ça me rappelle quelque chose parce que j'ai eu la chance de faire un Tour de France automobile en rétrospective en 1994 avec la voiture 134 qui était la voiture de Gérard Larousse, la vraie voiture. Ça m'a donc donné envie d'en refaire une et j'avais la même reconstruction que malheureusement j'ai plus maintenant. Mais c'est une voiture tellement magique sur la route, pouvoir faire avec une formule, finalement une Formule 1, un moteur de Formule 1 rouler sur la route, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça me rappelle vraiment de très bons souvenirs. Et à chaque fois que je peux venir en entendre une tournée, évidemment, je viens. Depuis sa sortie d'atelier, cette voiture n'a roulé que 2 fois. Il est nécessaire de la roder pour améliorer les réglages et la rendre fiable. Une fois au point, elle sera destinée à rouler de temps en temps dans les démonstrations de véhicules anciens. Le moteur, un V12 Matra, est d'époque, il faut le ménager.
Un roulage tout en prudence pour Bernard Fiorentino, qui n'avait pas reconduit ce modèle depuis 1971. Un petit essai d'1 heure environ, qui confirme la bonne santé de la voiture. Désormais, il est prévu de la présenter au public. Elle doit participer prochainement à une montée historique dans le sud de la France. Pour comprendre comment on en est arrivé à refabriquer des Matra plus de 40 ans après leur retraite de la compétition, il faut redérouler le fil de l'histoire. Une histoire qui raconte des exploits sportifs, de la passion et enfin l'envie de transmettre aux générations suivantes les échos d'une aventure unique dans l'histoire des sports mécaniques. Jean-Luc Lagardère lance Matra dans la compétition en 1964. Alors que le groupe, spécialisé dans l'armement, vient de reprendre la marque française René Bonnet. Le nom de Matra est alors inconnu du public. Lagardère veut le faire connaître en remportant des titres. Moins d'1 an après la création de Matra Sport, c'est Jean-Pierre Beltoise qui remporte la première victoire au volant d'une Formule 3. En 2002, de retour sur le site de l'ancien circuit de Reims, Beltoise se souvenait de cette course, déterminante pour l'avenir de la marque. J'ai fait les premiers essais, qui ont été catastrophiques. On était à 5 secondes des temps et genre 25e. Et je me souviens, on s'était au bout de la ligne droite là-bas. On a été faire des essais sur la route ouverte, bien sûr. Et c'est Bernard Constant, qui connaissait bien les carburateurs anglais SU, qu'on ne connaissait pas du tout chez Matra à l'époque, et qui a permis de mieux caler les réglages du carburateur de façon à ce que la voiture tourne rond. On avait des pneus très étroits. Et ça a été ce qui m'a permis de gagner à Reims. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus de lignes droites que de virages, donc j'étais un petit peu moins vite en virage. Par contre, j'étais terriblement plus vite en ligne droite à cause de l'aérodynamique. Et voilà, et j'ai gagné la course. Ça a permis tout de suite de renforcer ce qu'avait mis en place Jean-Luc Lagardère. Et il est vrai que cette victoire, qu'on n'attendait absolument pas, a accéléré le processus et la confiance. Et il a fallu que tout ça se mette en ordre avec des Bernard Boyer, avec d'autres personnes qui étaient extrêmement compétentes. À partir de cette date, les succès s'enchaînent. 124 victoires en 10 ans, soit environ une victoire toutes les 3 courses. De ce palmarès inouï, on ressort évidemment le titre de champion du monde de F1 en 1969, grâce à Jackie Stewart, doublé du titre constructeur pour Matra. Puis c'est la triple victoire aux 24 heures du Mans en 1972, 73.
quand je courais chez Matra, je pouvais garder les voitures si je voulais, parce qu'on les jetait à la fin de l'année. Soit elles servaient au développement d'une voiture de l'année d'après, soit on la mettait dans un coin, on la jetait. Moi, à cette époque-là, il n'y avait pas de collectionneur de voitures en France. Moi, j'étais trop jeune pour avoir l'idée de garder des voitures. Moi, mon objectif, c'est essayer d'être champion du monde un jour, c'était de courir. Veltoise, qui avait quelques années de plus que moi et qui, lui, est un collectionneur dans l'âme, il a gardé beaucoup de voitures, les miennes en particulier. Mais on ne gardait pas les voitures et il n'y avait pas de collectionneur. La compétition donc s'est arrêtée en 1974, fin 1974, et moi qui avais la responsabilité de l'atelier carrosserie, on a commencé à restaurer des voitures. Mais à ce moment-là, c'était pour le service publicité Matra, il n'était pas question de musée, c'était surtout en fait une voiture pour Beltoise, une voiture pour Jackie X, c'était des restaurations plutôt pour les pilotes. Et c'était une restauration légère, hein, c'est-à-dire que c'était ce qui se voyait. Et puis, il y a eu un grand trou jusqu'à 1986 où le premier musée Matra a été inauguré en ville à Romorantin, donc un musée dans lequel il n'y avait aucune fenêtre, donc c'était très sombre, de très mauvaises conditions de stockage pour les voitures. Je pense qu'il n'y avait pas le culture patrimoine qu'il y a maintenant dans aucune marque, hein. Et malheureusement, ils n'ont pas gardé un modèle de chaque. Il y en a beaucoup qui ont été donnés ou même démontés, ferraillés. Et à un certain moment, au musée, dans l'ancien musée Matra, les voitures pourrissaient sur place. On a fait un courrier à Jean-Luc Lagardère et la réaction a été de les remettre en état. Donc on m'a permis de créer un petit atelier dans l'usine, tout seul. Donc j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années chez Matra, à restaurer les voitures, à les remettre présentables et à la fin à pouvoir les mettre roulantes. Et en 2002, comme tout le monde, on a été licencié. Matra, toujours à Romorantin-Lantenay, en plein cœur de la Sologne. Il va y continuer ce qu'il sait faire, restaurer des voitures anciennes. Mais surtout, il a une idée de génie. Il obtient l'autorisation de reprendre la production des Matras de compétition totalement neuves. La série de 67 voitures, interrompue en 1974, reprend presque 30 ans plus tard. Alors au début, on reconstruit la Matra 640, celle qui s'était envolée avec Pescarolo, et on restaure des voitures. Donc on a restauré un coach DB, on a restauré des barquettes DB, des René Bonnet, on a restauré des Matras, et on a reconstruit la 640, et après on a fait une MS11, une Formule 1, on a fait des protos, des 630, actuellement on fait des 650. Donc on fait de la reconstruction et de la restauration. Alors là, on est devant une tour auto réplica qu'on a refabriquée, qui est en cours d'assemblage.
Donc c'est une voiture qui est totalement neuve. Tour auto, c'est-à-dire, c'était quelle année? 70, 71, à l'époque où Matra avait décidé de mettre 2 voitures du Mans sur la route. C'était assez exceptionnel et ils ont réussi les 2 années. Il y a eu 2 équipages. Les 2 années, il y a un pilote qui a gagné. C'était assez exceptionnel de voir ce genre de voiture passer aux mines, immatriculer et surtout faire la route. C'est pour ça que les collectionneurs maintenant se battent un peu pour en avoir, parce que le but est aussi de faire le tour auto en historique. Là on a une 630 de 68 qui est motorisée avec un moteur Ford. Donc c'est la 3e que l'on assemble. Donc c'est des voitures qui ont été conçues en 67-68. Celle-là, on n'avait pas la forme du capot arrière. Par contre, on avait un plan échelin, donc on a refait le master, on a refait un master en mousse. Après, on a fait un moule et on a fait la pièce. Ouais. C'était un petit peu le challenge. C'est du temps. Du temps, de la recherche. Il faut rechercher beaucoup de photos. Parce que finalement, on est plus aidé par les photos des fois que les plans. Que souvent, les plans ont été faits au moment de l'étude. Et si on se sert que des plans, on n'est pas près de la réalité, quoi. On s'aperçoit sur les photos qu'il y a eu des modifications qui n'ont jamais été dessinées. La grande force de Jean-Paul Imbert, c'est qu'il a réussi à retrouver une grande partie de la documentation technique qui avait été dispersée à la fermeture du service compétition. On a une chance extraordinaire, c'est qu'on a pu sauver de la destruction un certain nombre de plans d'époque. On a tous les plans moteurs qui sont dans les armoires sur le côté. Et on a à peu près, on va dire, entre 60 et 90% de tous les plans des voitures. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que j'ai récupérées chez les mécanos, chez les ingénieurs. Mais il faut savoir que Matra par lui-même n'a rien gardé. Imbert est ainsi devenu dépositaire du savoir-faire Matra. Un rôle qu'il partage avec Roland Roy, qui retrouve ici les voitures et les émotions de sa jeunesse, ainsi que de nombreux plans qu'il a dessinés il y a plus de 40 ans. On se sert de lui de temps en temps quand on a des pièces à refabriquer, qu'on n'a pas le plan, qu'on a une pièce, on s'en sert pour qu'il redessine le plan comme à l'époque. C'est lui qui a donné la lettre à Jean-Luc Lagardère pour pouvoir sauver les voitures qu'il puissait sur place. Oui, c'est la 3e. On est en train de ferrer la 3e voiture. De toute façon, des originales, Elle est comme ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, je vois que le bois à l'œil, c'est pas celui qu'on utilise. Non, on n'utilise plus de balsa parce que le balsa devient très compliqué à voir. Ouais. Donc là, c'est des lattes de pin. C'est des lattes, ouais, d'accord. C'est vrai, quand je vois le tableau de bord, une des premières choses que j'ai dessinées, c'était ça. C'est le seul moule d'époque que l'on a pour la voiture. Tous les autres moules, on est obligé de les faire. Le capot arrière, on l'a taillé dans un bloc de mousse. Là, en tout cas, c'est super de voir ça. De voir ça refait pour rouler. Roland Roy n'a pourtant pas toujours été favorable à l'idée de construire une nouvelle série de Matra. Moi, au départ, ça m'a choqué parce que pour moi, il y a tant de voitures de réaliser à l'époque, d'en avoir une ou deux de plus, ça semble, c'est des copies, c'est pas normal pour moi. Puis après, ben, on s'y fait. Dans le fond, au moins, les voitures qui sont dans le musée, à l'origine, la consigne était qu'elles ne devaient pas avoir de mécanique tournante. Donc, si on voulait voir encore vivre des Matras, c'était la seule solution. C'est sûr que ça fait plaisir de voir revivre des voitures, et c'est logique que ça soit fait avec des voitures neuves, de façon à ce que les gars qui les achètent et qui les utilisent puissent les utiliser pour de bon, alors que là, les voitures qui sont dans le musée ont des pièces d'époque. Donc le magnésium, on sait que ça vieillit, même s'il a été sauvegardé, c'est moins solide que quelque chose qui est tout récent. Il est très rare, aujourd'hui, de voir une Matra d'époque rouler sur un circuit automobile. Elles sont rares, chères, difficiles à assurer. Au musée Matra de Romorantin, il arrive néanmoins que Bruno Lorjou, le directeur, autorise la sortie de certaines de ces voitures. Mais jamais pour des courses,
uniquement pour des démonstrations. Certaines roulent, quelquefois même on les démarre dans l'enceinte du musée. Et on a deux voitures particulièrement qui tournent encore. C'est celle qui a gagné Le Mans en 72. C'est la 670B et on a une Formule 1, la MS120D, celle de Chris Amon. Et celle-ci tourne encore aussi. Mais ces voitures finiront probablement par ne plus quitter le musée. Sur les pistes, il y aura désormais surtout des Matra de nouvelle génération, dont l'éventuelle disparition serait beaucoup moins grave. Le risque est moindre, oui, à partir du moment où c'est une voiture qui vaut quand même beaucoup moins cher, point de vue assurance, point de vue cote, etc. Une voiture originale, si vous la détruisez, elle est détruite, ce ne sera plus jamais un original. Tandis qu'une réplique, on peut toujours la réparer, c'est ça l'enjeu. Une voiture originale reste une voiture originale et on essaye, à travers de ce musée, de conserver des véhicules en état original. L'intérêt des Matra continuation, pour reprendre le terme en usage, c'est également de pouvoir présenter au public des voitures qui n'existaient plus. Celui qui n'est pas averti, difficile de voir la différence, tellement la qualité des répliques est incroyable. C'est des artisans d'art, c'est des passionnés, c'est des fous. Au bon sens du terme, bien sûr. Des fous qui, plusieurs fois par an, essaient d'aller à la rencontre du public sur les pistes européennes avec certains véhicules roulants. Ce jour-là, à Nogaro, les vedettes de la manifestation sont deux Matra, dont la Formule 1 du musée, qui fait peut-être ce jour-là ses derniers tours de roue. Au volant, Henri Pescarolo. Même pour faire une démonstration, les assurances sont tellement chères qu'on n'ose plus les sortir. Et donc courir avec, c'est encore pire. D'où l'intérêt de la refabrication, effectivement. Je crois que c'est une bonne idée qu'a eu Jean-Paul, c'est de permettre à ces voitures de ressortir, même si elles sont récentes, elles sont exactement identiques à l'origine. Et on sait que ce sont des copies authentiques. Parce que maintenant, dans les courses de voitures anciennes, il y a beaucoup de collectionneurs qui ont la vraie voiture chez eux et qui font une copie pour courir avec en disant que c'est la vraie. Donc là, au moins, Jean-Paul, il ne trompe pas son monde. Refaire des Formule 3, des Formule 2, des prototypes de la même qualité, construites exactement comme elles l'étaient à l'époque, c'est quelque chose de passionnant finalement. Ce jour-là, à côté de la F1, Jean-Paul Imbert a sorti sa Matra personnelle, la première MS630 refabriquée. Une voiture dont Pescarolo souligne la fidélité au modèle des années 60. C'est toujours avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir que je remonte dans ces voitures parce que je retrouve instantanément les sensations que j'avais à l'époque. C'est les mêmes, ce sont les mêmes, c'est-à-dire que le gros avantage des Matra, surtout à partir des 660, 670, c'est qu'elles sont restées très modernes. Quand je reconduis la voiture avec laquelle j'ai gagné Le Mans, j'ai pas l'impression de conduire une voiture qui a été fabriquée il y a 40 ans. Il y a bientôt 15 ans que Matra Automobile a fermé ses portes. Et pour Jean-Paul Imbert, l'heure de la retraite a sonné. Qui allait donc bien pouvoir continuer à fabriquer des Matra dans l'atelier de Romorantin? Finalement, c'est un passionné de la marque qui a repris le flambeau. Bruno Perrin,
dont toute la vie est liée au sport automobile et aux voitures bleues en particulier. J'ai grandi dans une station-service et on nous a abreuvé de matériel publicitaire dans les stations-service en fait. Et nous, à cette époque-là, on recevait plein de trucs comme ça. Des trucs sur les exploits de l'équipe Matra Elf, le beau moteur V12 Matra qu'Elf avait créé. J'avais 7 ans, j'ai foncé dedans tête baissée, je rêvais des exploits d'Henri Pescarolo, de Jean-Pierre Beltoise, de Johnny Servoz-Gavin. Et donc en 68, par exemple, ça c'est mon cadeau de Noël 68, une Matra téléguidée. Alors j'avais tendance à tout peindre en bleu quand j'étais gamin. Donc ça, c'était un modèle, je crois, Polytoys. Il a perdu son aileron. Au départ, je crois qu'elle était peinte en jaune. Et évidemment, moi j'ai pris ma boîte de peinture à maquette et je l'ai repeinte. De même que là, c'est peint maladroitement, mais en fait, c'est des voitures du Mans. Ils n'avaient pas peint en vert et en jaune et des rives. Je l'avais fait moi-même. Enfin, je faisais du petit bricolage. J'avais trouvé, ça c'est une 620 Bonux. C'est une Matra 620 Bonux. Elle était jaune aussi au départ, donc je redécorais. Ça, c'est le dernier volant de la dernière Matra de Formule 1, démonté à la fin du dernier Grand Prix de la saison 1972 sur la voiture de Chris Amon. Donc, très très joli cadeau, très émouvant. Avant de se rapprocher de sa passion, Bruno Perrin avait pourtant fait une escapade professionnelle bien loin du monde automobile. Je suis entré chez Microsoft en 85 et j'ai fait une carrière dans l'informatique, principalement chez Microsoft. Et puis, en approchant les 40 ans, j'ai fait un quasi burn-out. J'ai commencé à avoir des migraines sévères et à la même époque, j'avais gagné beaucoup d'argent avec Microsoft et mon épouse n'avait pas forcément envie de rester tout le temps à la maison. Donc j'ai décidé d'arrêter de travailler pour m'occuper de mes enfants. Et comme je suis quand même un homme de projet et que s'occuper des enfants c'est bien, mais avoir un projet en tête c'est un truc qui est un peu nécessaire à ma survie, j'ai acheté 2 anciennes Formule 1 et 2 anciennes Formule 2 Matra que je me suis mis dans la tête de restaurer. Matra Automobile a fermé en 2002 et donc Jean-Paul Imbert a décidé de fonder EPAF. Et à cette époque-là, moi j'avais 4 voitures à restaurer, de F2 et de F1. Les travaux ont été faits chez EPAF et puis après je suis resté, j'ai envie de dire, ami de la famille. J'ai décidé de reprendre une vie professionnelle il y a quelques années. Et puis Jean-Paul m'a parlé du fait que lui-même était déjà en retraite à temps partiel. Et donc il cherchait à quelqu'un pour reprendre la société. Donc je me suis impliqué dans le projet. Finalement, j'ai repris la gérance d'EPAF en septembre 2016. Et donc on continue à faire de la restauration de Matra et quelques reconstructions. Étonnante trajectoire de vie qui le conduit aujourd'hui à être le propriétaire de la seule usine produisant des automobiles Matra. Une petite entreprise de 4 salariés qui relève plus de l'artisan d'art que de l'industrie. Les voitures sortent au compte-gouttes et c'est très bien comme ça. On peut faire une voiture par an, c'est tout ce qu'on sait faire. Après, on a des chantiers de restauration, mais on peut faire une voiture par an. Et j'ai pas spécialement envie qu'on grossisse. Le but n'est pas d'inonder la France de réédition de Matra. De toute manière, elles étaient fabriquées comme ça à l'époque. On fabriquait une voiture, on ne fabriquait pas 5 voitures d'un coup. Et c'est vrai que par exemple, on a fait 3 650, je pense que c'est bien quoi. C'est pas la peine d'en faire plus. On a fait 3 fois la même voiture, déjà pour nous c'est... je dirais pas que c'est la routine, mais puis... Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt d'avoir des projets uniques à chaque fois. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis sa livraison que la 650 Tour de France aux couleurs de Fiorentino revient à la maison. Tout le monde s'est mobilisé car il y a une grosse fuite d'huile et il faut en trouver l'origine. Frédéric, qui pilote parfois la voiture, apprécie ce perfectionnisme qui a donné naissance à cette reconstruction parfaite. C'est l'auto de l'époque, faite comme elle était à l'époque, avec le moins de détails, comme la poignée par exemple pour se tenir pendant qu'on roule. Voilà, et c'est ce que je crois, c'est ce qui plaît à tout le monde, c'est que c'est des artisans dans de l'industrie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui est exceptionnel. Cette auto, c'est un monument de technologie, tout en étant une auto qui date de 68. Hein. Voilà. Je pense que c'est là, il y a un retour sur cette très belle époque du sport auto qui aujourd'hui, on est passé à autre chose aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est de l'industrialisation. À l'époque, c'était des artisans. On montait une auto dans les 3 mois. Des fois, ils sortaient de la route, ça tenait avec du scotch et du fil de fer, et ils continuaient à rouler. Et à l'époque, c'était des conquérants. Voilà. Reste que pour conquérir de nouveau les routes, il faut stopper la fuite d'huile. Banal, pas tant que ça. Le moteur est un V12 Matra d'époque. Et Cyril Belair, le jeune mécanicien, est l'un des seuls au monde à pouvoir mettre les mains dedans. J'ai appris à le connaître ici, moi. Jean-Paul m'a fait découvrir ce moteur. J'en ai monté un, celui-ci. Voilà. Donc ça m'a permis d'évoluer aussi, d'apprendre à le connaître et maintenant de voir les petites failles qu'il peut y avoir. Et ça fait quoi de voir revenir comme ça, on ressent un peu quelque chose? Ça, oui, ça fait plaisir quand même, parce que de voir le bloc nu et après le revoir aujourd'hui, maintenant qu'il tourne, qui est très bien, qu'il est en pleine santé, on va dire, ça fait plaisir, ouais. C'est une belle chose. La fuite d'huile semble résolue, un simple joint qui fuyait. Mais il faut prendre soin de ce moteur. Jean-Paul Imbert n'est jamais loin quand il s'agit d'intervenir sur un V12. Ce moteur-là, on l'a réassemblé d'apportant d'un stock de pièces disparates d'occasion, quoi. Donc c'était remonté conformément au plan, mais avec des pièces où on ne connaît pas l'usure, la fatigue. Donc c'est des moteurs qui sont bons à faire de la démonstration, pas de la vraie course. Puis bon, courir en vraie course avec un moteur historique authentique, c'est un peu du gâchis. Tous ces moteurs-là, on les compte sur les doigts d'une main, quoi. Cherchons bien peut-être les doigts de 2 mains, mais à mon avis, il n'y en a pas 10 complets dans le monde. C'est pour ça qu'on va lancer fabrication de moteurs neufs. Parce que les clients maintenant veulent des moteurs neufs, conformes, qui sont frais, qui sortent les chevaux, qui tiennent l'endurance, quoi. Pour valider la réparation, il faut maintenant démarrer le moteur. Pas vraiment une corvée, le son du V12 Matra est réputé depuis plus de 40 ans dans le monde entier. Mais la HP, bon, bah, le carton est propre, pas de tache d'huile, la fuite est colmatée. Une intervention de routine qui n'aura pas duré une demi-journée. Un simple entretien. Rien à voir avec le travail de patience que demande la fabrication minutieuse d'une voiture complète, réalisée comme autrefois. Dans l'atelier voisin, Laurent Corset, le carrossier, spécialiste des matériaux composites, prépare un moule pour une nouvelle MS 630, actuellement en construction. Il y a plusieurs matières qu'on se sert pour fabriquer les pièces, c'est-à-dire pour donner de la rigidité. On prend de la résine polyester et on fait comme à l'ancienne. On met plusieurs couches pour savoir la rigidité ou l'épaisseur que vous voulez. Là, j'ai du 300, j'ai du 450 grammes. Et après, on finit par des rovings pour avoir une rigidité, une finition plus propre. On refait comme à l'époque, dans les années 60, qui commençait, Matra. C'est exactement la même gamme de travail, même ustensiles, pinceaux, débuleurs, et puis voilà, quoi. Ce que vous voyez, c'est le capot arrière, là, entièrement. Vers toi, parce que là, on baisse. Donc je mets le en plusieurs fois, plusieurs parties que je raccorde après. Comme ça, après, vous avez tout le dessus, les côtés et la jupe par l'arrière. Voilà.
En vrai, ça donne ça. Plus celui-là, c'est bien, il est déjà peint. Il est déjà tout habillé. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Juste les carrosseries comme ça, c'est un peu près 1000 heures. Fabrication des pièces entières, toutes les pièces, et ce qui prend beaucoup de temps, c'est l'ajustage, bien sûr. Le collage, parce que là, on a un châssis qui est collé avec les cloisons et la caisse en même temps. C'est pas une caisse qu'on prend à côté, qu'on prend et qu'on pose sur le châssis. Là, c'est collé tout ensemble. C'est tout un kit collé entièrement, quoi. L'autre activité de l'atelier, c'est le travail du métal. La recherche, comme autrefois, du meilleur compromis entre la légèreté et la solidité. C'est le travail de Denis Dieudonné. Là, je suis en train de préparer un panier pour mettre la batterie sur une Matra 650. C'est un panier qui est fabriqué en 15 CDV 6 la matière aéronautique. C'est de l'acier. Tous ces matériaux aéronautiques qui sont très résistants et hyper légers pour gagner du poids sur les véhicules quand on les fabrique, quoi. D'ailleurs, vous voyez, on peut remarquer qu'on perce des trous sur les éléments. C'est toujours à la recherche du poids sur... C'est bête, mais c'est la recherche du poids et de la solidité en même temps. Et toujours essayer de garder un maximum d'aspect de soudure propre, parce qu'à savoir qu'on, si tu veux une solidité de soudure, une soudure n'est jamais meulée. Sur la meule, elle perd toute sa force et toute la vigueur qu'elle devrait avoir à l'origine. Normalement, une soudure n'est jamais meulée. Il faut que ça soit assorti aux choses que l'on voit autour du véhicule. Le véhicule étant fabriqué tout en tube, donc le panier est fabriqué en tube. On ne va pas faire une boîte banale en acier plié, on pourrait faire des trous dedans, mais ce ne serait pas beau. Donc on l'a fait vraiment sorti au véhicule aussi. Et voilà, tout ça, ça va être sablé après, ça va être peint, ça va être isolé de la rouille. On va finir cette soudure-là, tranquillement. Allons-y. C'est un travail qui est, je dirais pas plus beau, mais qui est aussi beau que le travail qui a été fait dans les années 60-70 pour faire des voitures de course. Donc c'est étonnant d'arriver à retrouver des artisans capables de travailler de cette manière. Et revoir travailler exactement dans les mêmes conditions les mécaniciens comme je les avais connus à l'époque, ça m'a passionné. Oui. Ce sont des artistes, hein, ce sont des orfèvres, c'est incroyable de refaire du travail de cette qualité. Du travail de qualité, mais tellement conforme que certains craignent qu'on finisse par ne plus distinguer les originales des nouvelles séries. Chez Arcurial, l'un des principaux vendeurs de véhicules de prestige en France, le spécialiste du secteur automobile, Mathieu Lamour, n'a pas d'a priori. Pour lui, c'est même une chance de pouvoir disposer de voitures roulantes et visibles par le public. Matra, ça représente, c'est une part du patrimoine français. Et bon, faire revivre ce patrimoine-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de choix, puisqu'il ne reste pas beaucoup de voitures, ou en tout cas, elles sont dans des collections qui vont assez peu bouger dans les années à venir. Oui, c'est bien, c'est donner l'opportunité à des collectionneurs qui en rêvent de pouvoir rouler avec des voitures mythiques. Car une voiture comme cette Formule 1 d'époque n'a pas de prix, ou plutôt il est inchiffrable, car lié à son histoire. Le prix d'une Matra Continuation, lui, est fixé par le savoir-faire, le prix des différents composants. On estime qu'une Matra récente, tout en restant une voiture de prestige, est 5 à 10 fois moins chère qu'une originale. Ce qui fait le prix d'une voiture de course, c'est son palmarès. Plus le palmarès est prestigieux, avec par exemple une victoire aux 24 heures du Mans, qui est le NEC plus ultra des palmarès de l'histoire en compétition, c'est ce qui fait le prix. On dit toujours, on vend un palmarès, on vend des résultats de course et on offre la voiture avec. Lorsqu'on a vendu la gagnante du Mans en 73, chaque pièce de la voiture, si vous voulez, avait donné une sensation
bonheur, enfin elle transpirait la victoire, quoi, cette voiture. C'est quelque chose d'un peu paranormal, mais il y avait une émotion qui se dégageait de cette voiture. C'est une émotion qui ne se trouvera jamais sur une Matra continuation. Reste un problème. L'histoire récente a montré que le marché de la voiture ancienne prestigieuse pouvait être brouillé à l'extrême par ce phénomène des refabrications. Il y a un vrai problème sur les Bugatti. Les Bugatti, les grands prix Bugatti, il y en a eu à peu près 250 ou 300. Et aujourd'hui, il y en a 1500 en circulation, ou voire 1800. Donc c'est très très compliqué d'expertiser une Bugatti. Finalement, c'est l'histoire du numéro de châssis qui fait foi et qui montre l'authenticité d'une Bugatti 35. Les Matra, alors les Matra c'est différent. À partir du moment où chaque modèle continuation est bien, je dirais, numéroté, avec une nouvelle numérotation, à partir de ce moment-là, tout ira bien. Mais si effectivement, à un moment donné, après 1, 2, 3 propriétaires, le numéro s'en va ou disparaît par miracle, ça deviendra compliqué. Maintenant, on verra dans 50 ans. Le Mont Ventoux. C'est sur les pentes du Géant de Provence que la Matra 650 Tour de France Fiorentino doit aujourd'hui être présentée en démonstration. La route du Ventoux, depuis Bédouin, est fermée à la circulation jusqu'au Chalet Reynard pour une montée historique non chronométrée qui commémore l'ancienne course de côte du Ventoux arrêtée en 1976. Malgré l'heure matinale, c'est la Matra qui attire le plus de public. Carburant, on va le faire maintenant. Frédéric Cornéo a une fois encore décidé de s'occuper de l'intendance et de laisser le baquet à Bernard Fiorentino, l'ancien pilote Matra. C'est excitant. Je sais pas, moi je vais rajeunir de 40 ans en arrière. Et les sensations, parce que bon là c'est à l'arrêt, la voir et tout, elle est belle. Mais quand vous êtes au volant, avec les vibrations qui passent à travers le corps et tout, je vais retrouver les sensations de jadis. Vous voyez, pour rajeunir, voilà, c'est une potion magique. Ce n'est pas de la potion magique qui fait avancer la Matra, mais une quantité non négligeable de carburant. On prévoit large pour les 3 montées-descentes prévues, soit environ 60 km. Il faut savoir que les 2 réservoirs communiquent. Il n'y a pas de remplissage. La communication se fait au milieu, ici. Donc là, on a mis 30 litres. Il devait y en avoir un peu de l'autre côté déjà. On doit avoir à peu près 60-70 litres. Si tout va bien, on fait la journée. Voilà. Donc il faut savoir que c'est de l'essence d'avion. C'est pas de l'essence ordinaire avec un additif, c'est de l'essence d'avion. À l'époque, ils roulaient, ils allaient dans les stations-service. Moi, j'ai récupéré le dossier de l'assistance au tour auto de cette voiture, dans les archives chez Matra. Ils avaient des bons pour aller dans les stations Shell. Tu le voyais arriver dans les stations, au milieu des 4 ailes, hein, ils repartaient. Voilà. La sortie d'une Matra, c'est le rendez-vous des nostalgies. En bleu, Jean-Claude Lamorlette, un ancien journaliste du magazine Échappement. Il était présent quand Bernard Fiorentino conduisait la voiture originale. J'ai vu ces voitures-là courir. Et mon premier grand souvenir, c'est le Tour Auto 71, où à l'époque, c'était 5500 km. Et on a pu suivre ça, on suivait ces voitures-là, conduites par Gérard Larousse, ainsi de suite. Avec une DS que nous avait prêtée Citroën, on traversait les villages à l'époque à 120-130 à l'heure, avec les gendarmes qui nous faisaient signe. Bon bref, c'est une autre époque complètement par rapport à maintenant. La pression monte, car l'heure du départ approche. Le Ventoux, c'est une route dangereuse, où les vitesses atteintes sont élevées et les arbres très proches de la route. Il y a eu des morts ici autrefois,
Et Michel Vignal, l'organisateur, tient à calmer les ardeurs des participants. Vous avez vu qu'il y a à peu près 120 voitures qui vont prendre le départ aujourd'hui. Et parmi ces 120 voitures, il y en a de très belles. Vous êtes là pour, avant tout, passer une journée de loisirs, une journée de plaisir. Il ne faut pas vous prendre dans la tête. On va faire en sorte que tout se passe bien. Donc ne prenez pas de risques inutiles. Il n'y a rien à gagner. Hein. Il n'y a pas de coupe, encore moins de chèques, bien sûr. Donc vous n'avez rien à gagner, mais par contre, vous risquez d'avoir tout à perdre si vous faites des conneries. Donc montez, faites-vous plaisir, mais gardez-en un petit peu sous le pied. La Matra, même si c'est une refabrication, est une voiture qu'on ne peut pas se permettre de détruire. C'est le cas également de la puissante Porsche 935 de Jean-Marie Almeras, un autre invité prestigieux, qui n'imagine pas laisser sa voiture au garage. Vous savez, on ne vit qu'une vie, donc moi je vis avec ma voiture et je la couve comme je m'en occupe tout le temps et c'est un grand plaisir. Je n'envisage pas, parce qu'elle a une grande valeur, de l'arrêter. Ça fait partie du contexte, du risque, et s'il n'y avait pas de risque, il n'y aurait pas de course. Donc c'est un grand plaisir aussi de voir la Matra aujourd'hui, parce que bien qu'elle ait de la valeur, elle doit rester dans un musée, c'est statique, alors que là, elle va faire le plaisir de tellement de fanatiques, des photos, tout ça, des sons qu'on peut apprécier et qu'on pourra visualiser pour l'éternité. L'aventure Matra continue, avec quelques voitures neuves, qui perpétuent l'histoire d'une marque qu'on croyait cantonnée au musée. Il n'y a plus d'enjeu, juste de l'émotion, au souvenir de ces envolées rageuses du V12, dans une époque qui était l'un des âges d'or de la course automobile. C'était des chevaliers, c'était des guerriers, il fallait rouler avec ça. Dans le col des Limouches, il prenait 200, le moine Boudrois. Là, aujourd'hui, il y a un moment, il m'a dit j'étais à 180 de ça. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Partout, il y a de l'historique. Les gens, ils viennent aujourd'hui, les rallyes modernes, plus personne n'y va. C'est des défilés de concessionnaires. Ça, c'est exceptionnel. On les a vus en 71, on les a plus jamais revus. Et ça continue à faire rêver tout le monde. Voilà, c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on
on s'est battu pour récupérer cette auto et la faire revivre. C'est un monument du sport auto.